Bienvenue à Cycle délicat édition podcast où je vous présente des conversations entre artistes sur la musique, la création et tout ce qui la nourrit. Le but est simple, c'est qu'on veut recréer l'ambiance des places où on va se croiser le plus souvent, comme les backstage, les loges ou les couloirs de studio. Ces endroits-là, c'est souvent des safe spaces où on va parler de ce qui nous fait triper ou pas, de ce qui nous fait rire aussi, tant que ça reste doux, tant que ça reste vrai. Je m'entretiens aujourd'hui avec Marie-Lise Sénécal, alias San James, Dominique Plante, alias Minou, et Émile Bourgault, alias Émile Bourgault. Bonjour. Ça a toujours été une fascination, mais ça a été aussi un lieu qui me faisait très peur quand j'ai commencé, parce que c'est un miroir qui est très, très direct et des fois un peu, ça frappe, tu sais. Oui. La première fois que tu entends ta voix sur un répondeur, tu fais « Oh my God, c'est pas ma voix ça ». En studio, c'est fois 1000. Premièrement, c'est quoi votre relation au studio? Puis deuxièmement, est-ce que cette relation-là a changé avec le temps? Mais moi, je me souviens que la première fois que j'ai mis les pieds dans un studio, j'étais très jeune parce que mon père a toujours gagné sa vie avec sa voix. Il était chanteur, annonceur et tout. Puis j'ai rapidement été appelée à, moi aussi, poser ma voix sur des enregistrements. Puis je chantais enfant. Et c'est drôle, tu dis que la première fois que tu entends ta voix sur un répondeur, tu dis « Ah, c'est pas ma voix ». Mais la première fois que j'ai mis les écouteurs puis que j'ai chanté derrière un micro, je reconnaissais pas non plus le timbre auquel j'étais habituée. Puis Non. c'est une adaptation. Puis plus le temps a passé, puis à un moment donné, ce que tu entends à l'interne versus ce que tu entends à l'externe, ça devient la même affaire. Ça devient la même affaire. Maintenant, ce décalage-là, il n'existe plus, tu sais, mais je me souviens que quand j'ai commencé, puis là, tu sais, on parle de l'âge comme de 8-9 ans, je comprenais pas que c'était un son qui venait de moi, là. C'était pas ma voix, mais, mais je voyais mon père en studio, puis je pense que, je sais pas, par la force des choses, je me suis tout de suite sentie bien, tout de suite sentie en sécurité dans un studio, puis ça n'a jamais changé. T'sais, encore à ce jour, c'est la grande question. Toi, t'es-tu plus studio, t'es-tu plus scène? Puis souvent, en parlant autour de moi, je suis entourée de gens qui sont des tripeux de faire des shows. Il y en a beaucoup là, qui écrivent des tunes, qui font des albums parce qu'ils veulent aller faire des shows. Don't get me wrong, j'aime vraiment ça, faire des shows. Mais mon dada, puis mon safe space, puis l'endroit où je me sens le mieux, c'est en studio. Puis même quand j'ai commencé à faire de la musique, je pensais que j'étais une personne très extravertie. Puis je pense que je me rends compte avec les années, puis en vieillissant, que je suis beaucoup plus introvertie que je pensais. Puis ça répond à ce besoin-là de solitude, de bulle, il y a comme un confort, c'est hors du temps aussi, même s'il y a quand même une pression d'être productif et tout. Je pense qu'on a en commun d'aimer faire nos albums en prenant notre temps. Fait que mon rapport au studio, c'est comme, c'est comforting. Puis t'as appris à être confortable très jeune. Très jeune, c'est ça. Qui est spécial aussi, là. Ouais. Puis il y a eu une grande parenthèse dans ma vie où je faisais d'autres choses, puis je travaillais dans un tout autre domaine. J'ai fait du studio quand j'étais jeune. Puis après ça, grande ellipse, je suis retournée en studio seulement à 25 ans. Fait qu'il y a plusieurs années là, qui se sont écoulées. Puis quand je suis retournée, j'ai retrouvé même... C'était des circonstances différentes, c'est un environnement différent, mais ce sentiment-là de me sentir à ma place dans ma petite boîte avec des écouteurs, puis ça n'a jamais changé. Ah, c'est cool. Vous... Moi, je vais renchérir sur un truc qu'on disait tantôt par rapport à... On a parlé de l'anxiété de performance, mais moi, j'ai beaucoup eu le syndrome de l'imposteur aussi en musique, puis par rapport au studio, c'était beaucoup ça parce que j'ai clairement un lac de knowledge, mettons, de ce qui se passe, de comment on le fait, de comment on va le faire, de comment on veut que ça sonne, comment juste comme m'exprimer par rapport à qu'est-ce que je veux. Et étant donné que, justement, je viens ni du milieu des musiciens scolaires, je suis ni un geek de gear, mettons, puis j'ai pas été à l'école. Fait que tout ça fait quelqu'un d'exécrable là, pour expliquer qu'est-ce qu'on veut comme snare. mais fait qu'au début, c'était très difficile pour moi. Puis je suis doublé de ça que je suis quelqu'un de très impatient. Quand c'est long, tu sais, c'est long. Faire du studio, c'est pas tout le temps. On n'est pas tout le temps en action. En fait, on n'est jamais tu sais, il y a le réal, il y a la prise de son, ça bouge, mais toi, comme artiste, tu sais, on fait ton album, genre, à moins que tu sois...
très impliqués dans chaque décision. Il y en a qui le sont, c'est super. Moi, je fais confiance. J'ai plus besoin d'un partner. Tu sais, je travaille avec Félix Diot, qui a fait toutes mes affaires depuis le début, puis on a bâti cette relation-là comme ça, tu sais, dans le fond. On en jase avant, puis quand on arrive là-bas, je suis comme, fais ton truc, puis tu sais, je te dirai si j'aime ou pas, mais ça fait que des fois c'est long, des fois c'est comme, ça marche pas, des fois on a des discussions, des fois ça finit tout le temps par marcher, mais ce qui fait que le studio, finalement, c'est comme, ça a été long avant que je l'apprivoise, que je me mette à développer aussi ma curiosité par rapport à des trucs très concrets de prise de son, puis de tout ça, ce que tu le sais, Simon, tu sais, j'essaie de développer ma curiosité, mais c'est pas mon truc, tu sais. C'est pas mon truc. Je suis vraiment un auteur-compositeur. J'aurais jamais comme le gros setup chez nous à faire mes démos. Je le sais, tu sais. Puis je le sais aussi que ça se peut, tu sais, ça existe. Je sais que Pierre Lapointe n'a jamais touché à Ableton de sa vie, tu sais. Il envoie des démos piano-voix, puis à Son-Réal, puis c'est ça qui se passe, tu sais. Fait que ça peut marcher, mais ouais, c'est mon rapport un petit peu ambigu au studio. J'aime ça. Mais c'est des fois angoissant de pas prendre part à 100% à ce qui se passe. As-tu des fois l'impression de pas tout à fait comprendre ce qui est en train de se passer? Tu sais, au stade où j'en suis là, non. Non, mais ça t'est arrivé avant. Ça m'est arrivé beaucoup. Tu sais, quand j'ai enregistré mon premier album, j'avais 19 ans. Je sortais de une ronde de concours qui était carrément mes premières expériences de scène professionnelle. Tout était nouveau en même temps, tu sais. Ouais. Puis là, t'arrives au Dandurand avec comme toutes les synths, puis toutes les affaires, puis tu trouves ça cool, mais t'es comme, ben, OK, les gars, c'est faites-le, parce que je sais pas où on s'en va, tu sais. Mais la beauté de la chose, c'est qu'en le faisant de fois en fois, tu développes des réflexes, puis t'apprends de plus en plus quel genre de snare que t'aimes. Tu développes ta curiosité. Quelle tune, puis... Tu développes le fait d'avoir envie de le savoir aussi, parce que c'est une chose de le savoir, mais il faut que t'aies envie de le savoir. Il faut que t'aies la curiosité pour comprendre, pour poser les questions, puis tout ça. Mais je peux juste me permettre, mais ça fait vraiment écho chez moi, parce que, tu sais, je suis rentrée, quand j'ai commencé à faire du studio, je suis rentrée en studio comme une chanteuse, puis avec le temps, je me suis beaucoup plus intéressée à, OK, quel type de micro fait telle affaire? Tu mics un drum, qu'est-ce que tu mets là-dessus? Tu sais, je suis pas une calée, mais j'ai certaines connaissances, puis j'ai aussi appris à savoir mes goûts, qu'est-ce que j'aimais, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans mon processus, je suis capable, tu sais, de me mettre dans le siège de la réal ou de la choréale, puis de vraiment savoir ce que j'aime puis ce que je veux, alors que dans nos premières expériences, c'est bien dur de savoir ce qu'on aime puis ce qu'on veut. Puis tu peux pas caler des shots, là. Si tu l'as jamais fait, t'as pas le vocabulaire. Exactement. Juste le vocabulaire, c'est exceptionnel. Mais ça s'apprend, tu sais. Ouais. Mais le contraire, c'est vraiment des médailles à deux faces, parce que, tu sais, moi, quand on a travaillé sur l'album, j'étais vraiment très hands-on, touche à tout, taponnais, puis là, tu sais, je voulais jouer des instruments, puis justement, être là à juste attendre ou à regarder quelqu'un travailler, moi, je suis trop anxieux, il faut que je participe, tu sais. Mais la chose qui me rend la plus anxieuse, c'est quand, mettons, tu te revires, tu me regardes, puis tu dis, t'aimes-tu ça? Ouais. Oh là, par exemple. Le poids de la décision. Ça. Le poids de la décision, ça me ressemble plus. Là, tout à coup, là, moi, je suis tellement habitué d'être dans l'action. On me demande d'être dans l'être puis dans le feeling. Puis là, c'est ça la job la plus importante. Puis moi, mon danger, c'est de l'oublier, cette job-là. Tu sais, c'est d'oublier d'être l'artiste qui est juste comme, qui vibe puis qui check ça d'un petit peu plus loin puis qui peut dire, ah, j'aime la direction, j'aime pas la direction, je pense qu'on devrait aller vers ci, vers ça. Puis ça a été confrontant pour moi les premières fois que tu m'as demandé juste carrément, genre, t'aimes-tu ça? Ça m'a fait réfléchir. C'est une immense question. C'est la question la plus fondamentale, parce qu'au final, la personne qui va écouter la toune, elle s'en fout comment ça a été fait, elle s'en fout, tu sais, si c'est dur ou facile à faire, elle reçoit juste comme une émotion, un feeling, un mood, une impression, elle reçoit, puis ça lui fait vivre quelque chose, ou elle reçoit un son auquel elle relate ou non, mais c'est tout le reste, finalement, sert
à servir ça, là, à servir cette espèce de tout-là qui est comme, ça te fait-tu vivre quelque chose, ça te fait pas vivre quelque chose. Après ça, le reste, c'est juste les moyens. Fait que, tu sais, on passe vraiment beaucoup, beaucoup de temps à développer nos aptitudes, puis à travailler sur le faire, là, tu sais, sur le côté craft, le côté, les aptitudes que ça demande. Mais au final, la chose la plus importante, c'est qu'est-ce que ça nous fait ressentir. Puis c'est notre goût, finalement, musical, personnel, de comme on trouve ça bon ou on trouve pas ça bon. Parce que des affaires qui peuvent être super bien faites, mais qu'on trouve pas bon. Puis des affaires, tu sais, que... C'est parce qu'il n'y a pas de bonne réponse non plus. Tu sais, il y a autant de préférences personnelles qu'il y a de personnes autour de la table, qu'il y a de personnes sur l'île de Montréal ou peu importe. Tu sais, fait que si, à la question, t'aimes-tu ça? Faut pas que tu essaies de penser, OK, un tel à qui je veux plaire, va aimer ça, puis elle, puis lui. C'est dur de se poser honnêtement la question, moi, est-ce que j'aime ça? Est-ce que c'est aligné avec ce que j'ai envie de dire, tu sais? Moi, ça me fait sentir quelque chose. Ça a été vraiment un énorme défi là, pour moi. En studio, souvent, là, je travaille avec des réals, puis si eux aimaient ça, j'aimais ça, tu sais. Ouais. Ah ouais, c'est de déconstruire, de dire, OK, j'aime-tu ça pour vrai? Ou j'aime ça parce que je pense que c'est ça qui est désirable, puis c'est ça qui est valorisé. Tu sais? Et ça aussi, c'est fondamental. C'est tough. Ouais. À un moment donné, je me suis rendu compte, il y a vraiment pas si longtemps, que j'avais complètement arrêté d'écouter de la musique de façon passive. Ah, merci. Genre, puis je sais que tout le monde a déjà vécu ça, genre en musique, mais d'avoir cette réalisation-là, ça m'a frappé. J'étais comme, là, j'étais rendu à chercher ce que j'écoutais. Puis on dirait que j'aimais plus rien. Puis là, j'ai fait, attends, qu'est-ce que je vis ta là? tête, là. J'étais rendu à tellement écouter avec ma tête qu'il n'y a plus rien qui me tentait plus que d'autres choses, alors que ma relation fondamentale avec la musique, c'est amour, passion, feu, là. C'est genre, je mets une toune, j'ai envie de m'arracher le T-shirt, puis je capote tellement j'aime ça, tu sais. Ça faisait comme... C'est bon, ça te l'air! Je pensais tellement pas que c'est là que tu t'en allais. Imagine, hein, tu sais, vous êtes en studio, tu sais, puis t'es comme... Là, t'as juste Émile qui arrive qui s'arrache un T-shirt. J'amène tout le temps deux, trois Émile s'arrache un T-shirt, ça veut dire que là, c'est la bonne take. En bas de ça, il n'y a rien. Mais ouais, c'est intéressant aussi de retourner à faire cet album-là. Je l'ai aimé. Je vais arrêter d'écouter le drum, là. Je vais écouter la toune, puis hostie, là, ça se repasse, tu sais. Je ressens ce petit sentiment-là. Ça me fait penser à Adrienne Lenker. Récemment, elle a dit dans une entrevue dans Exclaim, I feel I often write from a place that's a little bit wiser than I am. Genre, j'écris à partir de quelque part à l'intérieur de moi qui est plus intelligent ou plus sage que moi. C'est tellement Puis je pense que pour accéder à cet endroit-là ou cette personne-là, ce surmoi, whatever, comment tu veux l'appeler, il faut que tu sois capable d'accéder à la création des autres aussi, puis tu sois capable de l'écouter, de pas trop dans toi, dans ton ego, puis dans ce que t'es, mais plus dans ce que tu ressens, puis dans ce qui... Tellement. Je suis tellement d'accord. Ouvrir tes antennes, finalement, tu sais. Parce que t'as beau... Tu sais, mettons, on travaille ensemble, j'ai beau t'envoyer 8 tunes d'inspiration, puis te dire, ça, c'est le drum, ça, c'est ça, ça, c'est ça. À la fin de la journée, c'est ma tune. C'est pas la... Faut arrêter de chercher d'avoir le drum de telle tune, la guitare de telle tune, tu sais, dans le sens que c'est pas un morceau de casse-tête, c'est une œuvre, tu sais, c'est comme ça doit dire ce que ça doit dire, puis à un moment donné, quand t'engages je l'ai vécu récemment, tu sais, en studio, on engage un musicien pour venir faire un solo, puis t'es comme, tu sais, l'inspiration, j'y ai envoyé une fois, mais j'y remontrerai pas 14 fois quand il est en train de faire le solo, tu sais. Ouais. C'est comme, c'est Jostelli qui disait ça, que je trouvais ça tellement intéressant. Il disait, tu sais, ta toune d'inspiration, montre-moi là pendant le lunch, puis ferme ta gueule avec ça, tu sais, parce que tu m'engages moi. Tu m'engages pas pour faire quelque chose qui ressemble à quelque... Tu sais, si tu m'engages moi, c'est pour faire du Jostelli, puis c'est ça qu'on va faire. Ben oui. Ben d'ailleurs, ça m'amène à la prochaine section du studio, c'est-à-dire, avez-vous des anecdotes? Je trouve que ça, c'en est une bonne phrase de Jostelli. Des anecdotes en studio, des moments où, tu sais, soit des choix radicaux que vous avez faits,
ou des choses qu'on vous a dit. Oui, j'en ai une bonne, mais c'est drôle. Ça sera aucune surprise pour toi parce que tu étais là. Mais... Je peux faire surprise si tu veux. Non, mais c'est ça. On a commencé à travailler sur mon dernier album qui va sortir à l'automne avec Alex Métivier. Qui s'appelle d'ailleurs Bonne Chance. Oui, mon album s'appelle Bonne Chance. Yeah. Fait que là, on arrive au studio Machina, puis t'as juste Alex Métivier qui fait comme... Y a-tu une balayeuse ici? Première question qu'il pose. Avez-vous ça, un tuyau de balayeuse? Je suis comme, on fait-tu un album ou tu te lances dans des services d'entretien ménager? Ouais. Il a eu l'idée, parce que je sais plus trop, il avait entendu ça de... Chad Blake. Il est allé dans un cours en personne avec Chad Blake. C'est ça. Ben, il a décidé qu'il voulait mic le drum à travers un tuyau de balayeuse. Puis c'est une des raisons pourquoi j'aime le studio, justement. C'est que, tu sais, why not? On essaie des affaires, on essaye tout, tu sais. Mais le moment où il est rentré, puis que la première question, salut, ça va, ouais, toi, blablabla, t'as-tu ça, toi, une balayeuse ici? J'oublierai jamais. Quoi, genre, c'est quoi les micros? T'attends pas, c'est ça. C'est très Alex. J'ai tout aimé. C'est malade. Oui, puis le son que ça a donné, il y a des tunes que ça donne des sons de flûte de pan. Ben oui, c'est quoi la flûte de pan dans cette tune-là? Non, c'est une balayeuse. Ah, mais c'est quoi la, tu sais, ou genre, c'est... Il y a des tunes que ça donne des sons, des espèces d'ambiance qu'on dirait que c'est des synths. Des fois, il les a pitchés pour les mettre plus haut, plus bas. Ah non, c'est vraiment... Puis ce qui est hot aussi, c'est que ça donne des inserts qui ont été joués dans le drum. Fait que, tu sais, si, mettons, le beat, c'est... Mais cette espèce de hi-hat-là qui est pris avec une balayeuse, ça fait... Tu peux aller chercher des textures, mais... Mais il a été joué avec, fait qu'il groove avec le drum. T'as joué du tuyau de métal aussi dans un sodo, dans une autre tune aussi. Tu sais, c'est ce genre d'affaires-là que j'aime en studio. Tu sais, c'est comme... C'est parfaitement fuck all, mais... Mais c'est le fun. C'est le fun. Moi, j'adore ça. Ça fait des belles anecdotes, tu sais. Fessé sur des tables. Il y a un album de Hubert Lenoir sur son deuxième. Il y a un snare sur une tune. C'est un clavier qui était sur le coin du studio, juste sur le bord, puis ils ont juste frappé sur le coin, toc de même. Puis c'est ça le snare de la tune. Mm-hmm. Sur, je sais plus c'est quelle tune, mais j'étais rentré dans ce studio-là, puis c'est Boily qui m'avait dit... ça, c'est le snare de l'album. Là, c'est le snare de... Puis comme, c'est un sample. Non, c'est pas un sample, c'est juste comme quelque chose. Non, mais c'est le classique de... Tu sais, on est créatif, là, quand on fait des perks, là, tu joues de la boîte de vis, du côte en cuir, tu sais, genre, on... Je joue de la boîte de Cheerios une fois, c'était pas... La boîte de Cheerios? Une bouteille de jus Oasis aussi, ça fait vraiment un beau shaker. Ouais. En tout cas. Shaker Sainte-Foy. J'ai déjà tapé le plus petit shaker de l'univers. Une pilule d'antidépresseur. Oh, mais ça, c'est les maracas de la joie! À 1 centimètre du micro. OK, mais fun fact. World's smallest shaker. On a quelque chose avec ça parce que sur mon album, il te demande tout le temps comme le nom des studios, puis on a tapé des trucs à la maison, Simon puis moi, puis on était comme, Chris, on n'a pas de nom de studio. Ouais. Puis comme, on je l'a suis en train de te outer, ben là, on est tous les deux ces antidépresseurs, tu sais, parce que la vie. Ouais. Puis justement, on appelle ça les petits maracas de la joie parce que ça fait tchic. Fait que... C'est vraiment bon. J'ai essayé de taper une fois, vous allez voir. Puis on a appelé le studio chez nous, les tracks qu'on a fait chez nous. Casamaracas. Casamaracas, ouais. Casamaracas. Wow, c'est bon. Que ça va super bien en musique, on est toutes ces pilules. Ouais. Toi, t'en as-tu des petites anecdotes? Toi, t'as-tu des pilules? Moi, j'essaie. Oui, quand on a fait mon... En fait, non. Ben, garde. J'ai pas ça. Passons à la prochaine question. C'est plate, non, mais je suis plate par rapport à vous. C'est ça, t'en as, mais c'est juste ça. Mais des fois, c'est juste que moi, c'est quand on me pose la question, c'est quoi ton artiste, ton songwriter préféré ou ton album préféré? Ou ton... C'est tough. On the spot. Je suis incapable, je gèle. Ben, en fait, je peux dire que mon prochain single qui va sortir cet automne, c'est Guillaume Métier qui a fait les drums dessus. Puis que, genre, j'avais jamais ressenti ça derrière une vitre de studio quand il a commencé à jouer, mettons, la toune. C'est moi qui avais comme fait les drums sur la démo de même, là, sur un clavier. Mm-hmm. Il commence à jouer, puis j'étais comme... J'ai jamais ressenti, genre, autant de papillons dans mon ventre par rapport au setup qu'il avait fait, qui avait pris comme 1h30. Puis... T'allais-tu déchirer ton T-shirt? Ben, quasiment. J'étais rendu là. C'est ma marque de commerce maintenant. Ben oui. Mais, tu sais, des moments comme ça, j'avoue que c'est spécial quand des trucs où tu fais un arrangement de brass ou de cordes, puis ça
tu l'entends pour la première fois, puis c'est comme parfait, puis t'es comme « Oh my God! » Moi, c'est quand Gab Desjardins nous sortait des parts pas possibles au piano. Ouais. Qui nous faisait un solo, quelque chose. Son intelligence musicale, de comment il va construire puis placer les sons aux bonnes places. Puis c'est vraiment comme... Puis des mélodies pas de bon sens aussi, là. Je dis pas de bon sens dans le bon sens, là. Vraiment complexes et intelligentes, là. Puis d'ailleurs, il y a un de ces solos. Ben oui, ça, c'est une anecdote. Ça, c'est une... Ben, veux-tu y aller? On peut y aller. En commun, celle-là. Oui, dans le fond. On va la raconter à Émile parce que les trois, on était là. Oui, J'étais pas là, moi. Oui, tu vas avoir été là. Ouais, dans l'histoire. Ah oui, OK. Mais tu sais, c'est ça, oui. Gab, effectivement, que tu sais, il a amené vraiment beaucoup à l'album, puis qu'il va improviser comme un compositeur, dans le sens que, tu sais, même ses solos ou même les trucs qu'il a fait on the spot, c'est une ligne qui aurait pu être écrite, tu sais, puis réfléchie, tu sais. Mais il a fait un solo de clavier dans une tune, tu sais, puis justement, qui part un peu comme un thème, puis qui finit un peu weird, un petit peu... un peu out. Ouais, un peu out, avec full de notes, tu sais. Puis là, dans les bonnes curveballs que j'aime lancer aux musiciens des fois, on fait des bacs avec Marie-Lise, puis là, on écoute la tune, tu sais, puis là, tu sais, souvent, c'est ça, tu sais, les gens vont arriver au studio, puis là, t'as comme une idée de ce que tu veux, mais en même temps, tu veux jouer du Just Allié. Avec, c'est ça. Puis, tu sais, avec aussi le musicien qui vient, toi, t'entends-tu des choses là-dessus? Puis là, on essaie des affaires, puis tu sais, c'est un peu d'impro, puis là, on écoute la tune, puis là, il y a le solo, puis ça serait hot que le solo soit doublé à la voix, puis t'as juste Marie-Lise qui a tabarnak. J'étais enceinte de, je sais pas, 5 mois, j'avais pas de souffle. Puis c'est ça, c'était pas chantable, mais on l'a eu, mais tabarouette, j'avais chaud. Ben oui, c'est sûr. C'est le... Je suis pas allée à l'école, là, tu sais, c'était comme un peu T'as pas jazz. fait un an de... Comment ils appellent ça? Non, mais tu sais, à Saint-Lô, là, j'ai plein d'amis qui faisaient ça en chant jazz, genre chanter. Scatter. Ah non, c'est ça, mais aucun scat, mais c'est pas du scat non plus, mais genre... Fait que bref, c'était drôle. Fallait que On The Spot à repique un solo pas jouable puis qu'elle chante. Fait que là, On The Spot, tu nous le chantes-tu? C'est quelle tune? C'est la tune Cycle Délicat. OK. Ouais, c'est la tune titre de l'album. Ça, là, celle-là, là. Ça part de même, mais après ça, ça... Puis à la fin, j'ai fait... J'ai vraiment fait ça dans le micro. OK, mais genre, c'est audible? Ouais. Je m'en suis jamais... Mais c'est comme doublé avec le... Fait que ça a l'air le clavier puis la voix ensemble. Puis au début, Doom, il l'avait mélodiné pour que ce soit parfait, puis que Marie-Lise, elle s'arrache pas les cheveux de sa tête. On l'a Sauf enlevé. qu'au mix, ben pas au mix, mais des dernières étapes, on était comme... Qu'est-ce qui arrive si on enlève la correction de hauteur de son? Qu'est-ce que ça donne? C'était assez juste pour que ce soit le fun. C'était malade, C'était comme meilleur, finalement, quand c'était juste un petit peu imparfait, puis que ça... Toujours meilleur quand humain. c'est humain, hein? Mais oui. Ouais, ben Exact. oui. Mais moi, tu sais, pour faire... répondre à la question d'avant puis à celle-là, je pense que, mettons, une chose que j'ai appris en studio puis qui a vraiment changé, c'est de faire confiance à ces moments-là, genre, puis comme créer des moments, créer de la surprise, arrêter de vouloir, mettons, tout contrôler les variables. Tu sais, au début, quand j'ai commencé à m'enregistrer, c'était comme, j'étais ultra, genre, faut que la texte soit parfaite, puis après ça, je passais comme, j'éditais tout pour que tout soit parfait, puis genre... Militaire. C'était comme, fallait que ça soit, justement, tu sais. Puis là, maintenant, des fois, arriver juste un petit peu passé près en studio, tout le monde, pour qu'il y arrive un peu des surprises que tu n'aurais jamais faites si, comme tout le monde, avait exactement sa job à faire, sa chart. Puis, fait que c'est ça, d'arriver en studio, puis juste d'essayer de faire, puis faire confiance au moment, puis à l'imprévu, puis des fois les erreurs, puis des fois ces trucs-là qu'on n'avait jamais pensé, c'est ça que tu gardes finalement. Parce que, créer ces moments-là. Capter des erreurs aussi. Comment on disait ça? De quoi? Capturer l'imprévu? Capturer l'imprévu. Capturer l'imprévu. Ah, ben ça, c'est Louis-Jean Cormier qui donnait un atelier avec la SPAC qui s'appelait Capturer l'imprévu sur la réalisation de chansons. Puis, mais il y a quelque chose que j'ai vraiment trippé justement de ce truc-là, c'est qu'il racontait que
moins t'as de temps, moins t'as le luxe de te presser. Parce que plus t'es pressé, plus tu mets de la pression, plus tu refermes le cadre, puis à un moment donné, il n'y a rien qui se passe, puis la musique étouffe. Fait que quand ton cadre est déjà trop petit puis t'as pas le temps, prends plus ton temps. Puis c'est un peu ça qu'on a fait avec l'album. Je comprends. Prends-les ton café, prends-les ton verre d'eau avant de partir, puis prends le temps de jaser parce que peut-être que cette discussion-là de 10 minutes avant de commencer, elle va donner lieu au meilleur solo de Just Tellier. Parce que justement, il t'a vécu quoi? On le salue. Ouais, c'est ça. Allô, Joss. Parlant d'avoir pas le temps, de pas prendre son temps, j'irai tout de suite à l'axe 3, qui est notre dernier axe de cette conversation. C'est écriture et intention, composition, rapidement comme ça. Qu'est-ce que vous faites en premier? La musique, les mots avant la musique ou les deux en même temps? Quand vous écrivez une chanson. Moi, pour mon processus à date, mettons, mon EP, je me suis forcé à écrire un texte en premier, sans musique, puis ensuite faire la musique, parce que les textes, c'est ce qui est difficile pour moi, puis la musique, c'est comme ce qui est, entre guillemets, facile, puis tu sais, mettons, des idées de tunes, puis des progressions d'accords, puis des beats, entre guillemets, je peux en faire 3 par jour, là, si ça me tente, mais des textes, je peux pas ça me prend du temps, ça me prend de la réflexion, fait que ma règle, c'était comme, t'as le droit de faire une tune quand t'as un texte. Wow. Non, t'as pas le droit parce que j'étais comme sinon, je vais me ramasser avec 85 tonnes pas de texte. Puis là, je vais capoter. Puis nous, ça va devenir un projet instrumental. Ouais, c'est ça. Fait que c'était ça ma règle. Puis j'ai quand même, on dirait, j'ai l'impression que c'est un peu à l'envers de presque tout le monde que je connais vont, mettons, trouver la musique, puis là, trouver une mélodie, chanter un peu n'importe quoi, puis après ça, mettre des mots sur cette mélodie-là. Puis moi, on dirait ça personnellement, on dirait que ça m'angoisse plus parce que là, on dirait, OK, mais là, j'ai ma mélodie. On dirait mettre des mots sur une mélodie qui est un peu plus déjà définie. Je trouve ça plus rigide que comme avoir un texte puis là, juste comme chanter le texte. Puis on dirait que je trouve la mélodie comme plus facilement. Des fois, le texte te donne la mélodie. Ouais, ben parce que tu sais aussi d'avoir une mélodie puis mettons, vouloir conserver la mélodie vraiment de manière stricte, des fois, pour moi, ce que ça faisait, c'est que là, j'avais des accents toniques à des places bizarres. C'est un sudoku assez difficile. Puis là, t'as un « et » qui est sur une note aiguë. Ça a comme pas de sens. Fait que là, ça devient bizarre. Fait que là, après ça, c'est OK, le tweaker ton texte pour qu'il marche en mélodie. Mais André, moi, personnellement, j'aimais mieux avoir un texte, puis après ça, faire une mélodie qui coule naturellement dans ce texte-là. Mais ça fait du sens parce que tu as tellement cette capacité-là, ce talent-là à faire des bonnes mélodies que tu sais que tu vas trouver une bonne mélodie à partir du moment où tu as un bon texte. Ouais. Et tu sais, c'est une côte qui descend, là, tu sais, genre, t'as parti d'en haut, puis là, tu te laisses aller, tu sais, t'as commencé par monter à côte, finalement, tu sais, finalement, puis après ça, tu redescends avec la mélodie. Je serais intéressé à tout de suite te lancer cette balle-là, toi, qui, justement, vient d'un milieu un peu plus chanson. Je viens vraiment de la chanson. On dirait que c'est tellement ancré en moi. Depuis la première fois que j'ai comme pris une guitare, ça a été... J'ai joué des accords, puis j'ai dit des mots en même temps. Puis c'est comme ça mon processus. Comme ça. Les mots arrivent un peu en même temps que les notes. En fait, 99% du temps, en même temps. Wow. Tout le temps... il y a tout le temps une phrase qui m'induit une mélodie, qui m'induit une tonalité, qui m'induit une progression d'accords. Puis moi, c'est drôle parce que contrairement à Doom, puis c'est là que tu vois aussi la différence de background, j'ai l'impression, parce que moi, quand je compose mes tunes, je finis le texte, je finis la musique, mettons. Ma tune n'est vraiment pas finie, comme je suis pas satisfait mélodiquement. Je vais rajouter des chords, je vais comme après ça rajouter un bridge, mais l'aspect Formule 1 de « OK, il faut que je finisse cette tune-là, j'ai quelque chose à dire, j'ai quelque chose sur le cœur, genre j'ai quelque chose à sortir. Ça va sortir en 4 accords, puis si j'en ressens le besoin parce que je suis comme c'est plate, je vais comme la travailler après. Alors que, tu sais, j'ai pas cet esprit-là musical, mélodique, de pouvoir, comme ça, genre composer des trucs exceptionnels, genre mélodiquement, tant que ça, tu sais. Je viens vraiment d'un background de chanson où c'est comme... C'est des tunes à texte
avec comme un feeling qui va être bon, puis que je vais retravailler après, comme le texte, je vais retravailler la mélodie. Comme 80% de mon travail sur mes tunes, il se passe après avoir composé la structure, disons ça comme ça. Fait que, puis, dans d'autres occasions, j'écris un peu pour les autres aussi. Par exemple, j'ai écrit une mélodie pour Joe Bocan sur son dernier album, puis elle m'a comme envoyé un texte. Ça se plug bien, ça. C'est le fun. Oui, mais merci tellement à elle d'ailleurs de m'avoir fait confiance. Mais tu sais, comme elle m'envoie un texte, puis c'est comme. C'est tough, là. J'avais trouvé ça vraiment tough. C'était comme ma première expérience de ça vraiment. T'sais. J'avais fait le contraire, j'avais écrit des textes sur des musiques. Ce que je trouve vraiment plus simple que d'écrire une mélodie sur un texte, parce que justement, comme tu disais, il y a des contraintes comme un peu incontournables à respecter, là, genre le piétage, puis ces affaires-là, tu peux pas faire tout ce que tu veux. J'y suis arrivé finalement, mais j'ai trouvé ça vraiment complexe, puis ça me sortait crissement genre de ma zone de confort de composition, mettons. Puis, mais tout ça est super intéressant, là, comme toutes les formules, mais c'est fou de voir à quel point, mettons, les formules utilisées dans tel ou tel style musical vont être souvent différentes des fois que je parle avec des amis qui font comme plus du rock, du prog ou qui font comme plus de la pop. Mettons des amis qui composent en studio, qui sont plus dans le courant hip-hop pop, mettons, qui font genre, ils écrivent sur leur cell, puis il y a un beat qui roule dans leurs oreilles, puis ils chantent. Je suis comme, je pourrais jamais faire ça. Ouais, le beat est préexistant, on trouve la mélodie sur la musique qui est déjà presque non, mais tu sais, ils arrivent au studio, ils ont rien, puis c'est juste comme un pianiste qui fait tout, puis là, ils finissent avec un hit, genre, puis je suis comme... moi, je suis très Leclerc là-dessus, là, ça me prend ma petite cabane, mon petit café, mon calepin, puis tu sais, c'est comme... C'est très old school, mais... Mon calepin. Toutes les... J'adore ça, mon calepin. Mon calepin, ma guitare. Mais, très old school là-dessus, mais je suis ouvert à tout. Là. Toi, Marie-Lise, c'est quoi qui arrive en premier? Ben, ça a changé avec le temps parce que je viens plus des mots. J'ai vraiment plus une facilité à écrire des textes. Fait qu'au début du projet, j'écrivais des textes, puis ensuite, je mettais des mélodies dessus, puis ça donnait... Ben, en fait, au départ, mon projet était en anglais, fait qu'au niveau du piétage, on s'en crissait un peu plus. Mais en français, quand je faisais ça, ça donnait toujours comme, je sais pas, ça donnait des chansons qui devenaient beaucoup plus chansons françaises que ce que j'aurais voulu. Puis ça me limitait. Puis à un moment donné, je me suis amusée à faire le contraire. Partir des progressions d'accords, puis ensuite trouver une mélodie, chanter un peu du yogourt là, dessus, là, des onomatopées. Puis ensuite, puis après ça, ben, ça c'était au piano. J'ai écrit une ou deux tunes à la guitare, puis ça aussi, tu vas chercher des mélodies différentes, puis parce que tu as des contraintes, puis je suis vraiment pourrie là, comme guitariste, mais juste le fait d'être limité faisait que j'avais des idées différentes qui venaient, puis ça fait que maintenant, à ce jour, quand j'écris une tune, c'est un peu comme une surprise, tu sais, je sais jamais par où je vais commencer, tu sais. Mon émotion, est-ce qu'elle s'exprime-tu plus par de la mélodie ou elle s'exprime plus par des mots, tu sais. Maintenant, c'est... Je me surprends moi-même. C'est quand même le fun d'arriver à se surprendre. Là. Mais avant, c'était full rigide. Là. C'était comme j'écris des mots, piétage, tac, 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 militaire un peu, là, puis je mets une musique, mais là, c'est plus du tout le cas. Ça me donne l'impression aussi que, tu sais, moi, ça fait vraiment longtemps que j'écris des chansons, puis ça me donne l'impression que plus t'en fais, plus t'essayes d'autres méthodes. C'est ça que j'allais dire. Parce que, justement, tu veux sortir de tes zones de confort, tu veux aller plus loin, puis là, tu essaies d'autres choses, tu sais. Fait que moi, j'ai essayé vraiment plein de choses différentes, puis ça donne vraiment des trucs différents. Par exemple, il y a des chansons sur mon premier album où c'était des mélodies super précises écrites par Julian qui ont vraiment un côté un peu anglo-saxon. Là. Tam, 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 tam. Mets-moi des mots en français là-dessus. Tabarouette, OK. Il y a full d'accent, puis là, faut que tu... Fait que là, c'était des sudoku de trouver les bons mots. Ouais, non, c'est... Puis il y a aussi des tunes qui me viennent carrément dans un rêve. Genre la chanson Astronaute. Ma préf. Tout le temps. Des fois, je me réveille la nuit puis je l'entends dans le couloir en train de mumbler sur son téléphone. Tu sais, puis je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Il dit, j'ai eu un rêve. Wow. J'ai eu un rêve. Puis là, genre, ça, c'est hot. Une tune gratis, dans même, elle devient d'un coup. Hein. Moi, je m'en souviens jamais. Je me lève puis je suis comme, j'ai écrit une crise de bonne tune cette nuit. C'était quoi? Mais c'est jamais moi qui la chante. C'était pas Claude Dubois dans ton rêve qui chantait? Non, c'était Richard Séguin. J'étais dans un show de Richard Séguin, puis il commençait son intro. Tu sais, ces intros-là d'auteurs-compositeurs qui ont de l'expérience. Ouais. Puis ils savent que le public vont deviner le titre de la toune dans leur intro.
Puis la tune s'appelait « Chez nous aussi ». OK? Puis c'était comme... Non. Puis là, j'entendais le public, tu sais, comme presque applaudir au début. On le sait que ça va être ma toune, tu sais, genre ce petit moment d'excitation-là, genre. Puis là, chez nous aussi. Puis là, le monde applaudit, puis la toune part. Puis le refrain, c'était chez nous aussi. Puis on n'est pas ça loin. donnait chez moi aussi. Non. Puis c'est comme, c'est venu d'un rêve. J'ai plusieurs chansons qui me sont venues des rêves de même. Mais ça demande, c'est ça. Ça demande de, aussitôt que tu te réveilles, tu fais, hey, il y avait une toune, c'était quoi? Puis là, tu notes, parce que sinon, c'est fini, ça part. Là. Sortir de sa zone de confort, moi, c'est arrivé parce que j'ai pogné des murs. Parce que tant que ça marche, tu sais, tant que t'écris, puis que c'est comme, hey, j'écris, puis ça marche, c'est écrit. À un moment donné, ça fait 3 mois, t'as rien écrit qui te plaît, là, tu fais comme, OK, ben peut-être que faut que je change l'heure à laquelle je le fais. Peut-être qu'il faut que... Puis moi, je suis content parce que j'ai comme de la flexibilité aussi. Je suis autant guitare que piano. Ça, des fois, là, ça peut comme sauver la vie. Là. Puis... On n'écrit pas pareil. Pour des multi-instrumentistes, c'est comme... J'ai des amis qui sont juste guitare ou juste piano. Puis je suis comme, hey, pour vrai, je m'emmerderais des fois. Là. Tu sais, ça marche pas. Il y a rien qui sort au piano. Là. Moi, je suis comme, plug la guitare, sors les pédales au pire. Tu sais, comme, amuse-toi à faire autre chose, mais... Puis l'inverse aussi, je trouve c'est comme une versatilité super intéressante quand tu veux, sur le long terme, quand tu veux continuer à faire de ça un peu une routine, puis tu vas attendre l'inspiration, c'est une chose, mais... Non, c'est ça, c'est clair. Mais se questionner sur le workflow, tu sais, puis moi, je me pose souvent ces questions-là, plus souvent, mettons, au niveau de la prod qu'au niveau de l'écriture, mais je pense que ça s'applique aussi de comme... Un différent workflow va donner un résultat différent. Là, fait que, mettons, si c'est pour ton album, ben, se questionner sur est-ce qu'on fait ça, on va en band, tout le monde ensemble, puis on joue tout le monde en même temps, ou est-ce qu'on se fait une maquette vraiment complète, puis on remplace des instruments, est-ce qu'on y va une affaire à la fois? Ou même, on le fait-tu au Wild, ou on le fait à Montréal, ou tout le monde retourne chez eux? Ou... C'est pas la même. C'est tellement toutes ces façons de travailler là sont bonnes. Est-ce qu'on fait tout dans le laptop de A à Z, pas de musicien, puis tout se peut, puis il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière, mais c'est sûr que ça va donner des résultats différents. Fait que de savoir, qu'est-ce que pour mon projet est la meilleure méthode de travail. Puis je pensais ça, puis je pense que pour l'écriture aussi, qu'est-ce que moi est la méthode de travail qui fonctionne, le mieux pour moi, mais aussi qui va m'amener au résultat que je veux. T'sais. Exemple, faire une toune, je sais pas, mettons, la toune de Claude Pelgag, Mélamine. Ouais. Tu sais, la Mélamine, mettons, c'est un riff. C'est dur de composer une toune de même sans faire une loop, sans faire le riff dans l'ordi puis chanter dessus, de jouer ding 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 dong à la guitare quand il n'y a pas d'accord. C'est comme c'est plate. Ça fait tout nu un peu, là. Ouais. C'est ça, tu sais, mettons des tunes justement qui n'a pas vraiment d'harmonie, c'est juste un riff. On dirait que c'est comme, tu vas moins naturellement faire ça que, tu sais, si tu as une guitare acoustique, puis là, tu vas plus faire une progression d'accords un peu plus. Fait que, tu sais, essayer différents workflows aussi, ça peut te forcer à t'amener dans des différentes zones, dans des nouvelles manières de découvrir. Tom Waits a déjà dit en entrevue justement que lui, c'était de changer d'instrument. De base, c'est un pianiste-chanteur, puis ça ramène un peu à ce que tu disais. C'est comme des fois des instruments qu'il connaît même pas, d'essayer de composer dessus. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé qu'un instrument vous donne une chanson, là. Moi, tu sais, j'ai acheté un Bass 6, puis là, je suis allé dans un songwriting camp, puis ça a donné une chanson parce que l'instrument m'a fait essayer des affaires, m'a fait jouer différemment. J'ai même déjà vu un guitariste qui, lui, il jouait gaucher, tu sais. Mais là, il avait joué sur une guitare de droitier, à l'envers, avec la petite corde par en haut. Ah, c'est malade. Puis là, tout à coup, je l'écoutais jouer, puis je trouvais ça créatif, ça m'amène ça complètement ailleurs, tu sais. Puis c'est ça. La magie de nos limitations, sérieusement. Là. Oui. Même apprendre à se connaître comme créateur, je pense. Moi, ça me fascine, ça m'intéresse full, ces affaires-là, mais comme je sais que le matin, je suis plus positif, puis que le soir, je suis plus mélancolique, mettons, dans la vie. Le soir, ça me referme. Le matin, ça m'ouvre. Genre, fait que si je veux écrire sur tel
ami qui a vécu telle affaire, je vais pas écrire le soir, je sais que ça va comme tout va être recentré sur moi, puis je vais utiliser beaucoup le jeu, mais tu sais, des affaires de même que je remarque à travers mes patterns. Faut se connaître, là. C'est zéro infaillible. Non, mais tu sais, c'est zéro infaillible. Tu sais, il y a des matins où je pleure, mais tu sais, comme, en gros, je remarque certaines choses. Ça va être le teaser, genre, du podcast. Il y a des matins. Émile Bourgault, il y a des matins. Quand je pleure, je suis content. Au vélo. OK. J'ai fait un tour de table rapide, puis après ça, on va vers la dernière question. Si vous aviez le pouvoir de décider qu'est-ce que l'auditeur, l'auditrice ressent quand il écoute votre musique, ce serait quoi? Wow. C'est une question difficile. Qui se sentent compris. Ah! Wow! Ouais. C'est beau, ça. Moi, ça serait ça. Moi, ça va être comme l'enchaînement, je pense, mais j'aurais pu dire ça, mais de l'espoir, je pense. De l'espoir. De l'espoir, ouais. Je veux que ce soit positif au bout de la ligne. Au bout de la ligne. Ouais. Fait que t'écris le matin. Fait que je veux qu'il écoute le matin. Hey, c'est vraiment une bonne question. C'est tellement une bonne question. Hey, j'ai pas j'ai pas une bonne réponse comme vous autres qui me vient, là. I guess que, tu sais, à date, dans la musique, il y a une genre de... Il y a des fois une genre de nostalgie, mélancolie, mais tu sais, est-ce que je veux que les gens ressentent ça? Peut-être. Ça dépend des tunes. Je vais faire ma carte. Ouais, tu fais ton Joker. Moi, je peux te répondre quand j'écoute ta musique. Quand j'écoute en général la musique que tu fais, il y a quelque chose d'apaisant dans ce que tu fais. Puis c'est une touche que tu as amenée à mon album, mais on le sent dans ta musique. Puis bon, là, évidemment, le gros exemple de ton répertoire, c'est Ce n'est rien. Ouais. Ce n'est rien, tout va bien. C'est les seules paroles. D'ailleurs, tu as commencé avec les paroles de celle-là. Tu t'es dit, let's go, on fait de la musique. Ouais. Yes, tu as été. Tout va bien. Tant mieux, là. C'est malade. Mais moi, je trouve ça, premièrement, au niveau textuel, je trouve ça super intéressant parce que c'est dur ce qui est dur d'écrire une chanson, c'est que t'as pas beaucoup de mots. De dire beaucoup en peu de mots. Dire beaucoup en peu de mots, c'est super. Ouais. Puis après ça, parler avec la musique. Fait mais il y a quelque chose d'apaisant. Il va aussi bien que ça, par exemple. Ben non, mais c'est dans le sous-texte. C'est dans le sous-texte, c'est ça. Mais il y a quelque chose d'apaisant pareil. Mais pour être apaisé, il faut qu'à la base, tu sois un peu stressé. Ouais. T'as pas besoin d'être apaisé si ça va bien, tu sais. C'est dans le sous-texte. C'est le principe du haïku. C'est comme tu lis 4 mots, mais t'en ressens 12, là. Avec tout ce qu'il y a de blanc autour. Puis comme... Qu'est-ce qui... Tu sais, j'ai fait un album qui s'appelle Cycle délicat. Bravo d'ailleurs pour ça. Ben merci. Il est vraiment bon. Merci. Bravo les gars. OK. J'ai fait un album qui s'appelle Cycle délicat, puis j'en ai parlé vraiment beaucoup, de la douceur radicale, être doux avec soi-même pour être capable d'être doux avec les autres, tout ça dans les médias et compagnie. J'aimerais ça, comme dernière question, un petit tour de table. Pour vous, c'est quoi Cycle délicat ou la douceur radicale, si vous préférez ce concept-là? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Qu'est-ce que ça... Ben moi, je suis curieux d'entendre ta réponse parce que c'est le concept autour de ton album. Mais je peux dire pour moi, qu'est-ce que ça évoque, mettons, là. Tu sais, je pense qu'en ce moment, la douceur se fait rare, je trouve. La douceur dans le monde, là, en ce moment, tu sais. Puis autant... ben, tu sais, évidemment, dans le contexte socio-politique mondial, tu sais, mais juste dans la vie aussi, là, avec soi-même, là, tu sais, prendre le temps de vivre doucement, de vivre des expériences, de jardiner, de faire ces petites affaires-là qui nous font du bien, tu sais. Je pense que, pour ma part, ça se fait beaucoup trop rare dans ma vie. Fait que je pense que la douceur, ça peut être dans un sens... la douceur, justement, politiquement, essayer de faire descendre la tension parce que le monde est bien tendu. Fait que si on peut participer à ne pas... J'ai l'impression que tu fais un massage à la table. Non, mais je veux dire... Il y a quelque chose de détendre. Là, ouais, non, c'est ça. Tu sais, essayer de faire baisser justement la tension. Le contraire de
jeter de l'huile sur le feu, jeter de l'eau sur le feu un petit peu, essayer de, à notre manière, faire du beau. Ça veut pas dire que, on peut pas être en colère et qu'on peut pas comme revendiquer des affaires. Je pense qu'il faut le faire devant les injustices puis devant l'absurdité de certaines affaires. Mais aussi, je pense que, de un, c'est ça. Si avec soi-même, on peut être doux puis essayer de trouver de la beauté dans le monde, mais on peut aussi essayer de la répandre un petit peu puis de rendre... La refléter, puis de rendre peut-être la vie de d'autres un petit peu plus belle, si on est capable, ou de juste de répandre cette philosophie-là, de trouver la douceur et la beauté dans le monde. Minou, qui parle. Ça faisait tout du sens? Oui, ça faisait vraiment du sens. Puis, mais c'est juste ça me faisait penser au fait que tu es un chat. Il y a quelque chose comme... Mais surtout dans ton geste, dans il y a la un douceur, chat qui fait du pain là, quand il... C'est ça. Moi, j'ai adoré cet album-là. Bravo. Et surtout dans les thèmes, même pas dans les trucs un peu plus techniques, mais j'ai adoré ton approche. Pour moi, c'est comme un peu... le récit d'un excessif qui cherche l'équilibre, puis je me reconnais vraiment beaucoup là-dedans. Mais pour vrai, tu sais, puis je pense que ça peut parler à pas mal plus de monde qu'on pense, puis on subit tous un peu les excès du monde dans lequel on vit aussi. On est encouragé vers les excès, vers les extrêmes, puis on dirait que justement, c'est l'image pour moi de Cyclodélica, c'est genre le funambule entre deux buildings, qui est comme tenté par le fait de se pitcher en bas, puis en même temps tenté par le fait de comme rester en vie, mais c'est tough, mais c'est comme... C'est de travailler vers la douceur, de travailler vers... Parce que c'est un travail. C'est très difficile de se départir des contraintes qui sont imposées à nous par notre métier, par le monde dans lequel on vit, même politiquement. On le sait, on est tenté vers les excès. Collectivement, on est tenté vers les extrêmes. Voilà. Je pense que c'est ça que ça m'inspire, c'est ça que ça m'envoie comme image. Je trouve ça fucking puissant, je trouve ça beau. Voilà. Wow. C'est beau. Merci, Colin. Et en plus, le but de la question n'était pas tant de qu'est-ce que vous pensez de l'album, mais plutôt du concept en général. Mais merci de ce beau témoignage. C'est vrai, voilà. Mais moi, je pense que ça va peut-être répondre à l'album, mais aussi au concept, dans le sens où j'ai un peu peur parce que cette personne-là me connaît énormément. Trop pour la discussion. Excuse-moi, je t'ai coupé. Cyclodélica et la douceur radicale, en général, tout comme cet album-là, passe beaucoup, je pense. On parle de la société et tout ça, mais là, je vais ramener ça à un niveau plus individuel. C'est un album, mais c'est une démarche de connaissance de soi. Et je crois qu'avec cet album-là, tu as appris à te connaître, tu as appris à te regarder dans le miroir aussi de manière radicalement honnête, d'aller creuser dans les histoires qu'on se raconte, tout un chacun que tu racontes, qu'on t'a raconté et tout ça. Puis c'est de poser un regard. La douceur radicale, je pense, puis si je vais ramener ça à mon expérience ensuite, mais c'est de poser un regard sur soi-même en se connaissant et en étant capable de faire preuve de plus de compassion, tu sais. Mm-hmm. C'est un album où j'ai l'impression t'as appris l'autocompassion. Oui, vraiment. Pour moi, c'est ça, la douceur radicale. Être doux avec soi, on l'a tout nommé un peu. Là, mais c'est fois. Puis le monde ça passe par la connaissance de soi. Vraiment, c'est difficile d'être doux avec soi puis d'être doux avec les autres si tu te connais pas. Mm-hmm. Si tu sais pas tu connais pas tes limites. Tu connais pas tes limites. Et quand tu les dépasses. Si tu les connais pas, tu les dépasses tout le temps. L'estime de soi. Ils sont connectés, ces deux-là. L'estime de soi amène à l'humilité aussi. Ben oui. Parce que t'as moins besoin de japper plus fort que les autres. Exact, on n'exige pas des autres. On n'exige pas des autres quand on s'aime, qui nous aiment plus qu'on s'aime, ce qui crée comme plein, en tout cas, de marde. Si le monde en général s'aimait plus d'une manière authentique, je pense que ça irait vraiment mieux dans le monde. Tout à fait. Qui assumaient leur singularité, puis leur... Ben oui, puis leurs ombres, puis leur crack, puis leur... Je me souviens, au début de l'album... Tu sais,
on a trouvé le son, tu sais, en le faisant, tu sais. Puis au début, puis là, la première tune qu'on a travaillé, c'est Cargo. Puis la première version était plus rock. Ouais. La direction était plus rock. Première rêve qu'on s'envoyait. Puis toi, tu viens de ce monde-là un peu plus avec ton band que tu as eu, ton autre album qui est plus rock. Puis là, je me suis dit, à un moment donné, là, on a comme pris une petite direction, justement, un petit peu plus soft, un petit peu plus douce, tu sais. Puis je me souviens, Marie-Lise m'a dit, je trouve que ça fait bien avec Simon. Tu sais, Simon, c'est un doux, tu sais. Mm-hmm. Fait que là, tu sais... Mais il a appris à assumer cette part de douceur-là avec le processus de l'album. Je me faisais dire, c'est pas assez rock, c'est pas assez upbeat, c'est pas assez... Ça revient au début de la conversation. Radiophonique. Qu'est-ce qui est désirable, ça? Qu'est-ce que les gens attendent du projet? Qu'est-ce que les gens attendent de moi? Fait que tu t'étais tellement drillé en te disant que les gens s'attendaient à ce que ça bouge, que ça déménage. Tu sais, genre... Ça a été un défi. Je voulais même pas mettre de guitare acoustique sur l'album. Oui, je me souviens, tu avais dit j'ai peur de la guitare acoustique. J'ai peur. Parce que c'est une peur quand même particulière. C'est Moi, dans la vie, j'ai peur des guitares acoustiques. Acousticophobe. Ben, c'est la peur de faire chansonnier. Ben oui, c'est ça. Puis cet album fait tout sauf chansonnier. Finalement, ouais. Sauf. Ouais, Puis on oublie, tu sais, tu parlais des trucs upbeat. Moi aussi, ça me hante, là, cette remarque-là, mais... J'oublie trop souvent que, tu sais, On va s'aimer encore de Vincent Vallière a fait numéro 1 15 semaines à C'est quoi? Ben oui. C'est punk guitare acoustique voix. Fait que, tu sais, une bonne toune, c'est une bonne toune. Puis si elle a à se rendre aux oreilles du monde, elle va se rendre. That's it. Sur ces belles mes amis, ça a été une conversation très riche et très intéressante. J'ai eu vraiment du fun. Je pense que je l'aurais fait durer des heures, mais c'est tout le temps qu'on avait. Merci d'avoir pensé à nous. Merci. Gros bisous.